Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans l'invité politique. Ce soir, l'invité politique reçoit M. Kader Maïga, l'une des grandes figures des mouvements de contestation qui ont eu raison du régime IBK en août 2020. Bonjour, bonsoir, M. Maïga. Bonsoir, M. Sylvain. M. Maïga, première question de l'émission. Karim Keïta, à l'époque, du haut de son statut de président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, fils du président de la République, on sait ce que ça veut dire en Afrique. Vous avez apostrophé l'homme et votre phrase a fait écho au sein de l'opinion. C'était suicidaire, non? Merci, M. Sidibé. Par rapport à ce point, je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant et je rends grâce également à mes amis, à ma famille et à mes camarades de lutte. Ce n'est pas parce que je suis très courageux ou parce que je ne veux pas vivre ou je n'ai pas peur. C'est parce que, au fond de moi, je suis convaincu d'une chose, que le Mali est au-dessus de tout. La souffrance que je vis dans mon âme tous les jours quand je pense au Mali fait que je suis arrivé à la conclusion, est-ce que je vais continuer à me torturer, à souffrir au fond de moi, à ne pas dormir, ou je me lève, je me bats. Donc le jour où je suis arrivé à la conclusion qu'il faut que je me batte, à partir de cet instant, tout le reste n'a plus de considération pour moi. Que je meure, que je vive, qu'il m'arrive n'importe quoi, l'essentiel c'est de continuer le combat. Justement, est-ce qu'après vous avez reçu des menaces? Les menaces, on les recevait bien avant ça. Liées à cette sortie? Non, liées à cette sortie, je n'ai pas reçu de menaces. Voilà, je ne peux pas dire que les différentes actions sporadiques qui se passent, je ne peux pas les lier à ça forcément. Mais bien avant ça, il y a eu plusieurs tentatives autour de moi, directement, mes amis, des camarades de lutte, des gens qui sont postés devant ma porte, des gens qui rôdent devant ma porte, des alertes, des insultes au téléphone et tout. On en a reçu. L'objectif premier du mouvement du 5 juin, c'était le départ du régime IBK ou même du président IBK. Aujourd'hui, c'est chose faite. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, après le départ du régime IBK, certains leaders du mouvement ont annoncé la mort du M5. Aujourd'hui, quel est votre constat? Est-ce que, en tout cas, cette mort annoncée est réelle aujourd'hui? C'est l'occasion pour moi de saluer le comité stratégique du M5-RFP, de saluer tous les membres et sympathisants du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques au niveau de la diaspora et au niveau de la jeunesse malienne de façon générale. Vous savez, avant de parler de ce départ de certaines personnes, il est important de savoir dans quel contexte ce mouvement a été créé. Le M5-RFP, avant de voir le jour, ça trouvait déjà que beaucoup d'autres organisations, telles que EMK ou FSD ou la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Tetla, l'association Gaola Maboré, les patriotes, même à Gao, les Numpa Bougé, partout au Mali et au niveau de la diaspora, les gens étaient en train de s'organiser pour que le Mali puisse changer. Donc notre premier objectif, les gens pensent que c'est le départ de IBK et de son régime, mais ils se trompent. C'est l'objectif de ceux qui voulaient nous trahir à la fin. Mais notre premier et seul objectif reste le changement de système au Mali. C'est pour cela que nous nous sommes battus. Et c'est pour cela que toutes ces forces qui avaient en commun l'analyse de la situation réelle du pays se sont retrouvées finalement. Et la situation était quoi? On était dans un état failli. On était dans un état complètement en déliquescence. En plus de cela, tous les pans de la vie de la nation étaient affectés. Éducation, santé,
sécurité, et quoi d'autre? Tout ce qu'on pouvait imaginer, même nos engagements internationaux, nationaux, tout cela ne tenait plus. Le Mali était au bord du gouffre et était en train de se précipiter dans le gouffre. Donc c'est pourquoi nous avions décidé de créer le M5 RFP. Justement, en vous écoutant, on a l'impression que vous refusez de voir la réalité, que vous minimisez un peu les départs de la CEMAS du M5. Qui reste du M5 aujourd'hui après les départs de la CEMAS, qui est quand même considéré comme l'aile qui mobilisait le plus au sein du M5? La force du M5, c'était sa capacité de mobilisation. En fait, cette question, vraiment, ça me donne envie de rire parce que il faut reconnaître une chose. Le M5 RFP ne nie pas l'apport de la CEMAS dans la lutte, dans la mobilisation. Et de son parrain. Et de son parrain, si vous voulez, du parrain de la CEMAS. Mais n'oubliez pas surtout une chose. N'oubliez pas que aujourd'hui, à la date où je vous parle, il y a une grande partie de la CEMAS qui sont encore M5. Une grande partie. C'est le coordinateur de la CEMAS et certains individus qui ne sont pas du M5 RFP. Donc nous, en fait, ça ne nous dérange pas. Mais quand on regarde d'un autre côté, purement moral, purement citoyen, on se dit, c'est à quelque chose, malheur est bon. Parce que le comportement du coordinateur de la CEMAS est une honte. Vous voulez parler de Kaoudim? Exactement. C'est une honte pour la CEMAS, c'est une honte pour le M5 RFP et c'est une honte pour la nation malienne. Parce que lorsque un individu peut changer 1001 fois de position juste pour des intérêts personnels, trahir la cause de la nation pour laquelle il y a eu 23 morts, des centaines de blessés, n'est pas penser à tout cela et se mettre à vilipender les responsables du mouvement qui ont fait partir le régime de Ibeka et lui-même, je pense que c'est quand même à la limite de la folie. Donc nous, on est... Mais est-ce que ce n'est pas exagéré, en tout cas, de parler ainsi de Kaoudim? Quand on écoute Kaoudim, selon lui, le M5 a en tout cas accompli sa mission historique, le départ d'Ibeka, qu'il ne pouvait plus cohabiter avec les politiques. C'est sa raison, c'est les raisons avancées par Kaoudim. Vous pensez que ces raisons ne tiennent pas? Non, mais je vous dis, c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. Il savait très bien dès le départ que nous avions écrit, dès le 14 mai, dans la déclaration de EMK, Espoir Mali-Croix, c'était écrit le changement de système dont on avait besoin. Il fallait le départ du régime de Ibeka et il fallait qu'on parte vers une 4e république à travers une transition. C'est sur cette base-là que le 30, ils ont décidé de se joindre à nous pour avancer. Pourquoi il oublie, il ignore cette partie-là? C'est lui qui dit que le M5 est mort. Pourtant, souvent, il dit également que lui, il est dans le M5, qu'il va peut-être même nous poursuivre. Pourquoi cette subtilité? Dire que nous avons demandé le régime de Ibeka, puisque Ibeka est parti, il ne veut plus collaborer avec ces politiciens. Ces politiciens-là, ce n'est pas des Maliens. Ces politiciens sont-ils pires que les gens qui étaient avec Ibeka, qui ont tout fait pour mettre ce pays à feu et à sang, qui ont détruit notre économie? Où étaient ces politiciens lorsqu'on parlait ici de l'affaire de l'engrais frélaté, l'affaire des tracteurs, les 1230 milliards détournés au niveau de l'armée? Ces politiciens qui étaient de la majorité, ils étaient où? Pourquoi il ne s'en prend pas à ceci? Mais si vous voyez dans ces interventions, il passe la plupart de son temps à s'attaquer aux quelques responsables politiques qui sont au niveau du comité stratégique. Ça, c'est malhonnête. Ok, Kader Maïga, comment vous analysez, comment vous lisez le silence de votre autorité morale? Je veux parler de l'imam Diko par rapport à tous ces bisbilles entre la CEMAS et le comité stratégique du M5. Bon, je rectifie d'abord que ce n'est pas notre autorité morale. Ah bon? Oui, il n'est plus notre autorité morale. Il a été exclu? Il n'est plus notre autorité morale, j'insiste là-dessus, parce que le 24 octobre 2020,
le comité stratégique du M5 RFP a fait un point de presse. Et dans la déclaration liminaire, il a été clairement dit que nous avions acté le fait que Mahmoud Dicko a décidé de se consacrer à la religion et qu'il va parler plus tard sur ce sujet. Donc nous l'avons acté. Et ça veut dire tout simplement qu'il a choisi son combat, mais nous continuons notre combat. Vous pensez que l'imam a décidé, a fait son choix, il est vraiment carrément, il épouse les positions exprimées par Issa Kaoudim? Nous, on a toujours eu la plus petite considération qu'on pouvait avoir pour quelqu'un, on l'a eu pour Issa Kaoudim à cause de Mahmoud Dicko. On ne connaît pas Kaoudim. Tout le respect et tout ce qu'on lui accordait, c'est à travers Dicko. Donc pour nous, les deux sont ensemble dans tous les cas. Et Kaoudim a toujours dit que tout ce qu'il fait est cautionné et c'est avec la responsabilité, la bénédiction de Mahmoud Dicko. On ne pourra pas dire le contraire parce qu'on n'est pas dans leur mouvement, on n'est pas dans leur famille. Mais mieux que ça, je vais vous dire sincèrement, lorsque le coordinateur de la CEMAS nous a demandé de ne pas tenir nos réunions au niveau du siège de la CEMAS, on a voulu, par respect pour Mahmoud Dicko qui n'était pas à Bamako, attendre qu'il vienne pour se décider. Et plus tard, quand il est arrivé, le docteur Shogel Kokala Maïga est parti rencontrer Dicko et lui a dit « Nous voulons que vous vous adressiez maintenant à la nation parce que les gens attendent que vous parlez. Et deuxièmement, nous voulons quitter le siège de la CEMAS, on vous attendait également pour nous dire ce que vous pensez. » Et Dicko a répondu que lui, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas encore vu Issa Kaoudim. Et deuxièmement, que sur le sujet de parler à la nation, il s'adressera à la nation le moment venu. Par rapport au siège, il a demandé au M5 RFP d'aller se trouver un autre siège. Donc ça, il l'a tranché. Donc ça veut dire que clairement, ce que Kaoudim a dit ou fait, et si le parrain ne peut pas l'empêcher ou ne peut pas le faire revenir à la raison, ben ça veut dire qu'ils sont ensemble. Okay. Et aujourd'hui, on a, avec les démissions en cascade enregistrées au cours de cette semaine au niveau de la CEMAS, on a en fait, on nous dit quelque part, on se dit que ce n'est pas la peine de se focaliser là-dessus. Parce que des gens aujourd'hui qui ont quitté, en tout cas que nous connaissons, comme Imam Oumarou Diarra par exemple, il a toujours été au comité stratégique et il a toujours été très assidu, toujours sérieux, engagé. Il y a plein de gens comme lui qui ont toujours été avec nous exactement dans cette lutte et de cette manière. Donc franchement, qu'on entende que ces gens-là ont démissionné, pour nous, ce n'est pas du nouveau. Et on ne souhaite pas l'effritement total de la CEMAS, qui est une composante très importante de ce mouvement de changement que nous voulons pour le Mali. Mais notre souhait, par contre, c'est que la CEMAS soit reprise par des gens dignes de confiance, par des patriotes, des gens qui vont comprendre que les 23 ne sont pas morts pour rien et que le changement du Mali est une nécessité pour l'ensemble des Maliens. Une fois que les départs et ce changement-là vont dans ce sens, tant mieux. Mais c'est regrettable de voir que par le comportement de certains individus, la CEMAS est en train de prendre vraiment du plomb dans les ailes. On va parler à présent du CNSP. Aujourd'hui, quel rapport vous entretenez, vous, au niveau du M5, vous entretenez avec le CNSP? En réalité, nous n'avons aucun rapport à entretenir avec le CNSP. Pourtant, ils sont vos partenaires privilégiés. Vous l'avez dit, vous l'aviez exprimé. Oui, mais je dis, c'est ce qui était l'idéal. Non, c'est ce qui était l'idéal, c'est ce qu'on avait souhaité. Mais eux, de leur côté, ils ne l'ont pas fait. Toutes les fois où on les a rencontrés, c'est parce qu'on les a dit qu'il fallait qu'on se rencontre, on s'est battu, on a touché tout le monde pour pouvoir les rencontrer. Et quand ils sont venus, malgré qu'ils disent qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple,
Sans oublier que le peuple dont ils parlent... Porté par les M5. Non, mais eux, ils n'ont jamais voulu prononcer le mot M5. A commencer par, d'ailleurs, la dernière fois où le président Bandao est venu, dans son discours, nulle part il ne parle de M5 RFP. Dans leur premier document officiel, nulle part il ne parle de M5 RFP. Il a fallu qu'on leur rappelle sérieusement que nous tenons à cela pour que ça se passe. Donc si vous voyez tout cela, vous devez comprendre que le CNSP était un espoir pour nous. On pensait qu'ils étaient venus avec une compréhension commune de l'esprit de M5 RFP, qui est le changement de système. Mais malheureusement, à ce jour, nous comprenons que nous n'avons rien en commun par rapport au changement de système dont nous avons toujours parlé. Nos rapports aujourd'hui sont des rapports de gouvernants à gouverner. Ils se sont accaparés du pouvoir, ils sont en train de militariser la transition, mais nous sommes là en train d'observer. Entre-temps, le M5 RFP est en train de s'organiser sur le plan national et international. Entre-temps, le M5 RFP est en train juste de se donner le temps de savoir quand est-ce qu'on va commencer à protester sérieusement contre ces mesures qui sont en train d'être prises. Parce qu'on ne peut pas accepter des gens avec lesquels nous avions eu des séances de travail en parlant d'un document bien précis, accord politique de gestion de la transition démocratique. Nous avions travaillé sur ce document. Dans ce document, on les avait montré les urgences de la transition. Il fallait, comme urgence, rapidement, qu'on essaye d'assurer la continuité de l'État, qu'on assure aux populations le service minimum social de base, qu'on fasse tout pour aller vers les jugements des gens qui sont morts là. Il faut trouver qui sont les coupables et trouver une solution. Okay. Mais comme autre priorité, pas action urgente, comme priorité maintenant, il y a tout ce qu'il faut faire comme audit, comme les bases de la refondation du Mali. Ok. Kader Maïga, aujourd'hui, le constat est patent. On a l'impression que le processus d'installation du CNT a du sérieux plomb dans l'aile. Comment vous expliquez cet immobilisme dans la mise en place du CNT? Le blocage, c'est à votre niveau, au niveau du M5 qui a rejeté, en tout cas, son quota? Non. Le blocage n'est pas du tout au niveau du M5 RFP. Le M5 RFP a été clair et limpide. Nous avions montré au CNSP que nous souhaitons avoir la présidence et le quart du CNT parce que cela nous assurera de pouvoir mieux diriger les travaux qui vont se faire à ce niveau. Mais est-ce que ce n'était pas maladroit de faire une telle demande quand on sait que la présidence, le président du CNT est choisi par ses pairs au niveau de l'institution? Quand vous demandez en avance la présidence et le quart des membres, est-ce que ce n'était pas maladroit comme demande? Ce n'était pas maladroit, c'était de la sincérité. Parce que je vous dis, nous, on nous avait déjà fait croire que la transition, on allait la diriger, mais pourtant, on nous a dribblés. On nous a promis, pas une fois, pas deux fois, que la primature allait revenir au M5 RFP. Vous avez envoyé 14 CV? On nous a dribblés. Avant d'arriver aux 14 CV, on nous a dribblés. Donc, qu'est-ce qui nous fait croire que le reste tiendra? Non. Mais puisqu'on vient toujours vers nous en nous disant « Nous voulons travailler avec vous, vous êtes le bras politique du CNSP, vous êtes incontournable pour le changement du Mali. » Donc, on se laisse berner en pensant que réellement, ils sont de bonne foi. Malheureusement, c'était une façon de nous endormir. Si vous voulez, par rapport aux 14 CV, mais nous avons fait exprès d'envoyer les 14 CV parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une division, qu'il y ait une frustration. Nous avions compris qu'ils ne sont pas sincères. À la veille, c'est un jour avant qu'on nous a demandé d'amener les CV, on n'avait plus le temps de réunir les gens et de dire on va faire un tri de CV. Donc finalement, le bon sens a valu que nous demandons à toutes les entités qui sont dans le comité stratégique, qui sont intéressées par le poste, d'envoyer des CV. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs cadres. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas donné aussi des CV. Mais quand vous regardez, c'est bien réparti. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des juristes, il y a des économistes et il y a des anciens ministres. Donc, c'était pour dire, d'une manière ou d'une autre, parmi ces 14, on aura quand même un choix.
Mais vous avez vu, si sur les 14, ils n'ont pas eu leur choix, qu'est-ce qui les empêchait de demander au M5 RFP d'envoyer d'autres parce qu'ils ne sont pas satisfaits? Mais non, c'était de la malice. Et même celui qu'ils ont choisi, il paraît que Mokhtar Wan a été proposé comme étant membre du M5 RFP. Je me porte en faux par rapport à cette déclaration et je dis que c'est lui qui a donné l'information au CNSP comme quoi Mokhtar Wan est membre du comité stratégique. Il nous a trahis. Ce n'est pas vrai, il ne l'a jamais été. Donc, le CNT tarde à être mis en place aujourd'hui par la faute et l'incompétence du CNSP. Parce que nous, dans notre démarche au niveau du comité stratégique, si la transition était dirigée normalement, dans les urgences, on avait décidé de créer déjà la feuille de route de la transition, mais sur la base d'une concertation nationale. Et c'est le peuple malien qui allait se réunir rapidement pour dire voilà le type de transition que nous voulons, voilà les organes de la transition, voilà l'objectif de la transition et voilà la durée de la transition. Ça n'allait pas être décidé de façon unilatérale, mais ils l'ont fait de façon unilatérale, sans réfléchir sur les concepts. Donc aujourd'hui, voilà, ils sont dans leur propre piège. Aujourd'hui, comment lever les obstacles qui se sont déjà dressés sur la route du CNT? Comment lever le blocage, les obstacles là? Mais c'est simple. Il faut concerter toute la classe, les forces vives de la nation. Il faut appeler les gens, discuter, échanger, savoir qu'est-ce qu'ils veulent. La bonne clé de répartition, avoir la bonne représentativité cartographique du pays, avoir une très bonne représentativité des compétences dont nous aurons besoin pour les réformes à venir. Parce que le CNT va faire le plus difficile du travail de changement, parce que là, il faut faire des changements dans le fond. C'est ce qu'on appelle la refondation du Mali. Dans la refondation du Mali, il faut d'abord voir la gouvernance institutionnelle et politique. Il faut voir la gouvernance sociale. Il faut voir la gouvernance économique. Il faut voir la gouvernance en matière de défense et de sécurité. Et il faut voir la gouvernance en matière de partenariat. Ok. Encore, pour réaliser tout ça, il faudrait encore que le CNT soit mis en place. Aujourd'hui, nous l'avons signalé, l'obstacle quand même est là. Il y a le président de la transition qui a déclaré qu'il était au-dessus de la mêlée. On a l'impression qu'il n'est plus disposé à revenir sur les décrets portant sur, en tout cas, le CNT. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller à vraiment qu'ils sont dans une sorte de forcing pour aller à ce CNT malgré le rejet par une bonne partie de la classe politique et le M5? Moi, je pense qu'en personne raisonnable, le président de la transition doit revenir sur ces décrets pour plusieurs raisons. Non seulement pour la stabilité du Mali et pour le changement de système que nous voulons, nous savons que le CNT est incontournable dans ce travail. Si les décrets sont protestés, si les décrets sont mal rédigés, si les décrets sont même quelque part, je pourrais dire même anticonstitutionnels, parce que dedans, il y a des façons de faire qui ne riment à rien par rapport à la Constitution qui est toujours en vigueur. Donc finalement, la meilleure solution, c'est d'écouter la voix du peuple. Et il faut quand même que cette concertation ait lieu. Il faut que cette concertation ait lieu dans l'intérêt du peuple malien. Ils ne peuvent pas se cacher derrière des arguments qu'il n'est pas au-dessus de la mêlée. Mais dès lors que tu es venu par la mêlée, c'est la mêlée qui l'a amené. Si toute la situation était calme, il n'allait pas être là. Mais c'est la mêlée qui l'a amené. Donc il ne peut pas être au-dessus. Il est au beau milieu de la mêlée et il doit se débattre pour vraiment clarifier tout ça et apaiser la situation. Okay. Le dernier conseil des ministres a fait la part belle aux militaires. On a vu que les colonels, les généraux ont été nommés dans les gouvernorats au détriment des administrateurs civils. Selon vous, quel est l'esprit qui sous-tend en tout cas cette nomination des militaires dans les gouvernorats? Il y a deux aspects dans la chose. Premièrement, il faut se poser la question, est-ce que c'est légal? Si c'est légal, tant mieux. Moi, je pense que le fait de nommer des hauts fonctionnaires, des hauts militaires, des officiers comme gouverneurs, c'est normal, c'est légal, donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas là le problème.
Le problème, c'est le cas, par exemple, des préfets. Je sais qu'à Nyono, par exemple, ils ont mis un militaire, ce qui est contraire à la loi. Parce que selon le décret de 2015, du 13 février 2015, concernant les modalités de nomination des responsables au niveau des circonscriptions administratives, je pense bien qu'au niveau des préfets, il faut nommer des administrateurs civils. Ça, ils ont violé la loi à ce niveau. Comme d'ailleurs à la mise en place du gouvernement, où ils ont violé la loi sur le genre. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Et vous voyez aujourd'hui toute la grogne sociale qui est en train de se mettre en place, c'est dû au fait que, je dirais, les gens du CNSP ne sont pas en train de prendre en compte les mesures sociales qu'on devrait urgemment prendre et réfléchir sur les conditions d'application. Regardez les lois qui sont applicables rapidement et qui ne sont pas applicables et s'évertuer à ne jamais violer une loi. Ils ne sont pas dans ce sens-là. Donc, quelque part, le fait de nommer quand même un militaire à la place d'un préfet qui est contraire à la loi, ce n'est pas une bonne image. Nous avons des inquiétudes terribles parce que les ministères détenus par les militaires, c'est déjà un souci. Si à cela, nous voyons qu'ils veulent même prendre des préfectures, en plus des gouvernorats, on se pose la question, est-ce que c'est une militarisation à outrance? Est-ce que c'est une façon de s'accrocher définitivement au pouvoir? Est-ce que c'est une façon de neutraliser définitivement les hommes politiques? Parce que nous avons constaté quand même qu'ils ont un dédain et un mépris total pour les hommes politiques. Donc, c'est des questionnements qui ne rassurent pas. Et c'est un comportement qui n'est pas du tout à la faveur de la stabilité du Mali. Kader Maïga, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comment vous voyez l'avenir de cette transition? J'avoue que nous sommes inquiets. Nous sommes très inquiets au niveau du comité stratégique du M5-RFP. Nous sommes très inquiets. Parce qu'un pays qui se trouve dans ce genre de difficultés, où le peuple s'est sacrifié pour pouvoir sauver le peu qui reste à sauver. Et si on a quand même la chance que de nouvelles têtes viennent prendre le pays en main, pour nous, l'espoir était tout trouvé. Mais malheureusement, le bilan de ces 3 mois pour nous est un bilan très sombre. Et nous ne voyons aucune action concrète qui puisse nous donner de l'espoir. Nous ne voyons aucune vision à l'horizon. Et nous avions des soucis par rapport au temps. Sur les 18 mois maintenant, on a déjà pris 3 mois. Ça veut dire que, est-ce qu'on aura réellement l'occasion de faire les réformes nécessaires qu'il faut? Par exemple, la réforme concernant la loi électorale pour organiser des élections transparentes et crédibles à la fin des 18 mois, est-ce qu'on pourra les faire? Donc, on est en train de se poser la question. On voit qu'il y a de l'amateurisme dans tout ce qu'ils font, qu'il y a un manque de compétences criard dans tout ce qu'ils font, et de la publicité dans un endroit où on n'a pas besoin de faire de la publicité quand on travaille. Donc tout cela, ça nous inquiète. Et nous demandons à ces militaires vraiment de savoir raison garder, de revenir à la table de départ et de travailler avec le peuple malien. Pas le M5-RFP forcément, mais le M5-RFP, où qu'ils aillent, ils vont trouver le M5-RFP devant eux, mais qu'ils travaillent avec l'ensemble du peuple malien. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Je vous remercie infiniment et tout le plaisir est pour moi et tout le plaisir est pour le comité stratégique du M5-RFP. Et si nous pouvons dire une seule chose aux Maliens, c'est de se lever, c'est de se battre, c'est de garder le courage. C'est sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission. Invité politique recevait M. Kader Maïga du mouvement du 5 juin et de Espoir Mali-Croix. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission Invité politique.